l'adoption d'une loi américaine pour contrer les activités de la Fédération de Russie en Afrique. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché, M. Gamalabina? Qu'est-ce qui n'a pas marché sur la loi américaine? L'adoption de la loi, elle est passée évidemment. Donc là, on se rend bien compte que les États-Unis sont en situation de panique puisqu'ils légifèrent à nouveau comme la loi d'Amato-Kennedy qui était destinée à endiguer effectivement les pays enfin l'Iran, des pays qui voudraient investir plus de 5 milliards de dollars, si je ne me trompe pas, 5 millions de dollars, je me rappelle quel était le montant. Donc ce qui se passe, c'est que les États-Unis aujourd'hui sont en train d'opérer une offensive qui est purement politique, juridique peut-être, mais de moins en moins importante, puisque de toute façon, il y a une multipolarisation du monde qui est en train de se mettre en place. Et ils veulent faire pression sur les pays africains qui nous refuseraient de tempérer et qui prendraient donc des relations beaucoup plus étroites avec la Russie, la Chine in fine, puisque c'est le véritable ennemi à la fois la Russie et la Chine de M. Biden et de son administration. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils pensent que la politique de la canonnière est encore possible, alors qu'aujourd'hui, il y a des partenariats qui sont en train de se nouer avec des pays solides. On prend l'exemple simplement Iran, Russie, Algérie, enfin tous les pays de l'ex-bloc de l'Est et même des pays qui n'étaient pas forcément à l'Est, puisque l'Iran n'était ni Est ni Ouest, mais finalement on se rapproche plutôt du bloc de l'Est. Tous les pays du Sud, même si la Russie est au nord géographique, elle était au sud en termes économiques, bien que avec une grande industrie militaire, mais une industrie civile très faible. Et surtout, les Américains se rendent bien compte que les Africains ont décidé de choisir leurs partenaires, et pas des moindres, des partenaires beaucoup plus sérieux économiquement, beaucoup plus solides, et qui pourraient leur prêter main forte quand à l'époque, ils étaient malheureusement esselés, puisque les États-Unis ont fait la fête pendant 30 ans, et ont bombardé où ils voulaient, quand ils voulaient. Il faut se rappeler quand même, parce que les gens ont peut-être oublié, que lorsque les Américains interviennent en Somalie, c'est pour détruire un pays qui commence à se pacifier. Quand ils interviennent en Éthiopie, ça a failli arriver récemment, mais ça a été bloqué. Quand ils intervenaient aussi au Yémen, bref, là où les Américains interviennent directement ou indirectement, pour des motifs faussement humanistes, eh bien, ils finissent par détruire les pays. Aujourd'hui, le Soudan, par exemple, est partitionné en deux parce que les Américains sont intervenus comme d'habitude. On a des pays qui sont en tension régionale comme l'Algérie et le Maroc parce que les Américains ont poussé à la reconnaissance d'Israël d'un côté et donc du Sahara occidental de l'autre par les Marocains. Donc tout ça, c'est des questions qui se posent, mais ça veut dire quoi? Si l'Afrique, là, pour l'intervention qui vient d'être dit est juste à l'instant, Monsieur Achille, mais il faut jamais oublier une chose. Le principal levier que doit développer l'Afrique, à mon sens, Lumumba s'en souviendrait, Sankara, c'est pareil, Kadhafi dernièrement, c'est un levier pas seulement évidemment économique, parce que le levier économique, même à Mobutu, pas à Mobutu, j'ai une bêtise, excusez-moi, même à Houphouët-Boigny, qui avait son miracle économique ivoirien, avait un jour fait un coup de pression en disant aux Français, c'est nous qui allons coter le cacao parce que nous sommes le principal producteur. On lui a cassé les reins en faisant du cacao en Amérique du Sud et en détruisant son économie par une baisse artificielle des cours. Donc ça, c'est des méthodes qui ne fonctionnent pas parce qu'on n'est pas assez solide économiquement et financièrement et militairement. Par contre, le fait de nouer des partenariats stratégiques avec des pays puissants, de grandes armées et qui équipent les pays africains et qui forment les militaires africains qui ne sont pas plus bêtes qu'ailleurs, ils n'ont juste pas la chance d'avoir accès à ces armements et cette technologie, eh bien le fait de nouer ces capacités défensives, le fait d'envisager, comme Kadhafi l'a envisagé, une monnaie unique, une monnaie africaine que j'appelle Africa, je lance comme ça avec Lamar, le fait d'envisager une force militaire commune africaine pour sécuriser aux frontières, parce que la question, c'est pas l'intérieur des pays où on se tape dessus, ça c'est provoqué par l'étranger, c'est l'extérieur, sécuriser les frontières de l'Afrique à l'extérieur. Le fait de faire de ce continent un îlot de tranquillité, puisque on n'aurait plus la possibilité de subir des actions coercitives terroristes et organisées de destruction, soi-disant, des sociétés par de fausses guerres interethniques qui ne veulent rien dire au départ en Afrique, et bien le fait de faire cela, ça nous permettrait de sécuriser d'abord les frontières et ensuite l'économie. Ça commence l'économie d'abord, passe avant toute chose par la sécurisation des frontières. Vous avez évoqué il y a quelques minutes la question des embargos, qui étaient criminels, on les connaît. Les embargos en Europe ont existé aussi, on appelait ça les blocus, c'est arrivé en Allemagne pour les faire plier. Ça a duré un an, ça a tué 750 000 Allemands, morts de faim et de maladie. Et pour autant, ça a provoqué effectivement la chute d'un régime, mais ça n'a pas arrangé les choses, ça les a dégradés, puisque 20 ans plus tard, c'est le nazisme qui arrive aux commandes. On a vu ce qui s'est passé en Irak, blocus sur embargo, c'est pareil. L'Irak a accouché de quoi au bout de presque 30 ans d'embargo, de Daesh d'un côté, d'Al-Qaïda de l'autre. Bref, tout ça, c'est des stratégies qui sont réfléchies pour détruire les États et pour garantir l'approvisionnement en matières premières, puisqu'évidemment, c'est toujours là que ça attaque. Donc simplement pour dire qu'aujourd'hui, si on voit le tableau américain, c'est un aveu de faiblesse. Lorsque les Américains ne peuvent pas attaquer la Russie directement et frontalement parce qu'ils ne sont pas assez forts pour ça, ils attaquent les partenaires les plus faibles de la Russie, à leurs yeux évidemment, c'est une erreur, ils attaquent l'Afrique.
Étrangement, je n'entends pas parler de sanctions contre la Chine, qui est le principal partenaire de la Russie, qui lui a accordé toutes les ouvertures possibles imaginables jusqu'à la monnaie, jusqu'au remplacement de SWIFT, jusqu'à l'exportation de gaz et de pétrole. Étrangement, on n'entend pas parler de sanctions contre la Chine ou contre l'Inde, qui sont deux grands blocs puissants économiquement, militairement et politiquement. Donc c'est vrai qu'ils prennent un peu les Africains pour des imbéciles, et je pense que si on veut que l'Afrique puisse commencer à montrer ses épaules, sa fierté, son nez relevé, puisque c'est une question d'humiliation qu'ils cherchent à provoquer, eh bien, il faut que les Africains parlent d'une seule voix. Il faut que l'Union africaine qui a été créée par Kadhafi, rappelons-le aussi, que cette Union africaine dise aux Américains, il est hors de question que vous nous dictiez notre politique internationale et nos relations à l'étranger. Ça ne marche pas comme ça. Si vous nous sanctionnez, nous vous sanctionnerons à notre tour. Et la sanction, elle est très simple aujourd'hui. C'est le rapport de force pétrole. L'Afrique est un très grand producteur de gaz et pétrole. Il suffirait simplement qu'il fasse un embargo d'une semaine, pas plus. Hein. On est à 120 euros le baril de pétrole aujourd'hui. Si un embargo d'une semaine avec un gaz qui était multiplié par 10, je vous garantis que ça négociera immédiatement. Parce que ce que l'Occident ne veut pas supporter, c'est des conséquences économiques sur sa propre économie, parce que ce sera des conséquences sociales très lourdes, une instabilité chronique et peut-être, qui sait, des renversements de pouvoir prétendument démocratiques. Donc il faut penser en ces termes-là, il faut penser en termes d'unité de parole, il faut penser en termes d'un continent un et indivisible, parce que malheureusement, beaucoup ont tenté de nous diviser du nord au sud. Ça n'a pas marché avec l'Algérie, puisque l'Algérie est un des principaux porteurs de valeurs dans les années 70 de l'émancipation africaine, qu'elle soit d'est en ouest, du nord au sud toujours. C'est un des principaux soutiens de l'ANC, rappelons-nous. Ça ne marchera pas avec beaucoup de pays africains qui ont la dignité de se dire qu'on a un passé commun et qu'il ne faut jamais perdre de vue, et qu'on a tous, je le répète encore une fois, que les gens entendent bien ça, tous été réduits à l'esclavage du nord au sud, d'est en ouest. L'Algérie était un pays réduit à l'esclavage. On n'avait aucun droit. On avait juste le droit de manger un minimum pour survivre. On était réduit à l'esclavage dans les champs des orangers qui faisaient tellement plaisir aux Français. C'est sûr, quand ça coûte pas cher, que c'est les esclaves qui travaillent, ça rapporte plus d'argent aux colons. Donc ça, il faut penser en termes d'unité de combat, d'unité géographique, d'unité politique, d'unité économique. Il faudrait avoir, par exemple en Afrique, une bourse de cotation des matières premières. Ne pas laisser ça à Chicago. C'est intolérable que ce soit Chicago qui vous dise le prix du blé. Et tout ça, ça peut se négocier parce que on a un continent jeune, dynamique, qui croit à l'avenir, avec des gens qui ont beaucoup d'idées, qui sont très dynamiques aussi et qui peuvent arriver à des résultats assez extraordinaires. Donc le plan américain est juste un aveu de faiblesse et je pense que l'échec sera consommé sous peu. Afrique Média. Le monde, c'est nous.